Bien préparer sa compétition en amont, c'est s'assurer une meilleure compétition le jour J. Il y a également quelques petits ajustements, quelques petits éléments dont je vais vous parler dans cet épisode pour que vous puissiez performer comme il se doit le jour J. Hello tout le monde, on se retrouve dans ce nouvel épisode du podcast Force intérieure, le podcast qui parle de santé, de performance avec un nouvel épisode tous les lundis. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la compétition. Pourquoi ce sujet aujourd'hui ? Pour ceux qui le savent, j'ai accompagné la semaine dernière mes athlètes en compétition. Donc j'ai accompagné 4 athlètes qui faisaient leur première compétition. Donc ils ont participé à la ACE de Lyon, pour ceux qui connaissent un petit peu. C'était une super expérience, je suis très contente parce qu'ils ont vraiment beaucoup aimé. Moi j'ai beaucoup aimé aussi les accompagner sur place. Et de vivre ce moment-là, je me suis dit qu'il y avait quelques conseils que je leur ai donnés le jour J sur place et évidemment qu'on avait établis en amont qui leur ont beaucoup servi. Et je me suis dit qu'un épisode de podcast avec quelques conseils que j'ai pu leur partager et qui les ont beaucoup aidés le jour J serait le bienvenu. Donc nous voici dans ce nouvel épisode. Comme d'habitude, avant qu'on commence, je vous laisse mettre un petit like sur cet épisode. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire tout au long de cet épisode. Et on va pouvoir commencer tranquillement. Avant que je vous donne point par point les tips qui ont pu les aider pour cette première compétition, je voulais revenir un petit peu dans le contexte du sujet. Donc comme je vous l'ai dit, j'accompagnais 4 athlètes, c'était leur première expérience. Donc qui dit première expérience, dit aussi prise de contact avec la compétition. On ne sait pas forcément comment on va réagir face à la compétition parce que c'est pas la même chose de faire ses performances tout seul à l'entraînement et devant un public sur un plateau à un instant T. Donc c'est une nouveauté par rapport à ça et il faut aussi voir comment on va réagir face à ce stress-là, face à cet environnement-là. Et première compétition, c'est aussi prendre du plaisir. Moi je sais que quand j'envoie mes athlètes sur leur première compétition, alors quand je dis quand j'envoie, quand en tout cas on décide d'un commun d'accord de préparer une première compétition, c'est avant tout pour le plaisir. Moi, je cherche pas à ce que mes athlètes aient débloqué des certaines perfs, des certains paliers avant de les envoyer en compétition. Je trouve que c'est dommage de réagir comme ça parce que, comme je vous l'ai dit, le contexte de la compétition, on a aussi beaucoup à apprendre sur nous-mêmes, à savoir comment gérer. Et quand on fait une première expérience, on apprend pour la suivante, etc. Donc si on veut viser peut-être le haut niveau à un moment donné, c'est bien de se confronter avant à des compétitions pour savoir comment gérer et pour pouvoir apprendre. Parce que la compétition, c'est pas juste la gestion des charges, la gestion d'un match, il y a tout un aspect mental, il y a tout un aspect de contrôle de soi qu'il faut savoir maîtriser. Et pour ça, il n'y a que en s'exposant qu'on va pouvoir savoir comment réagir et surtout comment améliorer pour la suite. Donc l'objectif de cette compétition pour mes 4 athlètes, c'était évidemment du plaisir, découvrir la compétition et évidemment performer, on est là pour ça, mais plus d'un point de vue eux par rapport à eux-mêmes. Donc si d'ailleurs il y a certains de mes athlètes qui m'écoutent, je sais que vous êtes plusieurs à écouter le podcast et c'est trop cool, vous reconnaîtrez peut-être par rapport aux conseils que je vais donner ici parce que évidemment c'est des choses qu'on a déjà abordées ensemble. Donc le premier conseil que j'ai envie de donner, et ça va paraître un peu bateau comme ça, mais il faut vraiment comprendre ce que je veux dire par là, c'est ne pas conscientiser la charge. C'est bien de réfléchir à ce qu'on fait. On en a d'ailleurs parlé dans un épisode récemment, je sais plus si c'était la semaine dernière ou celle d'avant, sur le fait d'attention de pas overthink, c'est-à-dire réfléchir à tout le temps, des fois juste fonctionner comme un robot. Là, c'est la même chose. Quand vous arrivez sur le plateau avec votre charge, il faut pas que la charge veuille dire quelque chose pour vous, parce qu'elle peut vous déstabiliser. Le mieux, c'est de partir sur le plateau, de mettre en place ces mêmes repères comme d'habitude, tout comme d'habitude, et juste de se dire, je vais donner encore plus. Parce que si on commence à réfléchir à la charge, par exemple, je sais pas, vous allez sur le plateau, on vous annonce 100 kilos, vous avez jamais passé vos 100 kilos au squat, ou alors vous l'avez passé mais ça vous fait peur, ou alors vous vous sentez un petit peu fatigué. Vous voyez, il y a plein de choses qui peuvent commencer à vous rentrer un petit peu dans le crâne et qui peuvent interférer avec votre performance. Alors que si vous arrivez sur le plateau, on vous dit 100 kilos, vous avez le droit de vous répéter la charge. Moi je sais que personnellement, quand je vais sur le plateau, je me répète la charge parce que j'ai l'impression que plus je me la répète, plus mon cerveau la banalise. Donc ça peut être un tips aussi qui peut vous servir. Mais je veux dire, je la conscientise pas. C'est-à-dire, je la relie pas à un côté émotionnel. Pas à purée, c'est la barre que je veux absolument. Purée, elle me fait peur. Purée, je l'ai déjà loupée, etc. J'essaie vraiment de, juste comme un fucking robot, de programmer mon cerveau à la capacité de soulever cette charge. Et c'est ce que je vais vous conseiller. Et c'est ce que j'ai conseillé aussi à mes athlètes. Parce que aussi, ce qui peut se passer, c'est qu'on arrive sur le plateau, en plus, en compétition, on est confronté au poids calibré, ce qui n'est pas forcément le cas dans toutes les salles en France, c'est même rarement le cas. Enfin, si vous entraînez sur du calibré, vous avez de la chance, mais on n'en a pas forcément dans toutes les salles. Il peut y avoir une petite sensation de lourd
juste parce que c'est différent. Donc comme je l'explique à mes athlètes, c'est comme si, moi par exemple, je m'entraîne avec des bumpers, vous avez déjà vu, je pense, dans mes stories, c'est-à-dire les poids, ils sont très très larges. Donc quand je dips, je sais pas, si je dips 75 kg, j'ai à peu près ça entre mes jambes. Quand je dips 75 kg en compétition, j'ai ça. Et en fait, votre cerveau, il associe ce genre de positionnement et ce genre de repère visuel, c'est-à-dire que pour lui, ça c'est 75. Donc quand je me prépare sur le plateau avec ça, lui il se prépare à une charge peut-être de 25, ouais, c'est quasiment 25 moi quand c'est comme ça, mais il se prépare à une charge de 25 et du coup, quand il se prépare et il reçoit 75, il y a un peu une dissonance entre ce qu'il a enregistré visuellement et ce que vous ressentez. C'est pour ça qu'on peut avoir l'impression que le calibré c'est plus lourd, parce que ça vous change vos repères visuels, etc. Des fois, c'est même un chouïa plus lourd parce que on est sûr que c'est en bon poids. Mais je pense que la plus grosse perturbation, c'est vraiment cet effet visuel. Ça peut avoir un effet de lourd. C'est-à-dire, tu te positionnes sur tes dips, tu dis c'est lourd. Et ça, il faut arriver à tout de suite l'enlever. C'est normal que ça vous le fasse. Ça le fait aussi sur les squats parce que les poids sont plus rapprochés de vous. Ça le fait sur tous les mouvements. Et ça, faut tout de suite vous affranchir de ça. C'est-à-dire, tu sais que ça va être lourd. De toute façon, t'es là pour soulever lourd, en vrai. Donc, tu sais que ça va être lourd. Mais il faut essayer de ne pas conscientiser ça. Et ça, je le répétais beaucoup à mes athlètes. Si t'as une sensation de lourd, c'est normal. Ça veut pas dire que t'es pas capable. Si on a écrit ce poids-là sur ta feuille de match, sur tes essais, c'est que t'es capable de le soulever. Donc, il faut arriver à s'affranchir de ça. Et pour la petite anecdote, moi, quand je suis en compétition, je trouve que je le ressens surtout sur le squat. J'ai envie de dire sur les autres mouvements maintenant, avec le positionnement, etc., je le ressens moins, ou en tout cas ça me fait moins cette sensation de lourd. Mais le squat, j'ai envie de vous dire, moi toutes mes barres, je les déraque, c'est lourd, hein. C'est lourd parce que en fait, c'est lourd en vrai. Mais ça conditionne pas la vitesse de votre répétition. Il y a plein de fois, on déraque, c'est super lourd et au final, ça vole derrière. Donc faut arriver, voilà, à déconnecter le cerveau, et ça c'est un peu mon premier conseil, c'est ok, tout ce qui est émotionnel, cette rage que t'as en toi, toute cette envie que t'as en toi, elle est là. Mais par contre, ne rajoute pas d'informations par rapport à ce que t'es en train de sentir sur l'instant T. Sers-toi juste de tes techniques habituelles, de ce que t'as enregistré avec tes entraînements, de la hype que t'as enregistrée avec l'environnement autour de toi, mais ne laisse pas des petits parasites revenir. Et ça, c'est facile à dire, évidemment, mais ça se travaille. Ça se travaille en prépa mentale, surtout, avec des repères qui peuvent être de se focaliser sur quelque chose, sur un point technique, sur un mot. Moi, j'avais beaucoup ça à un moment donné, je répétais en boucle un mot, parce que, associé à ce mot, il y avait tout qui était imbriqué dedans. Je l'avais travaillé à l'entraînement. Donc voilà, il y a des tips pour pouvoir réussir à le faire, et si vous avez envie de pousser plus loin, je vous conseille quand même de vous rapprocher d'une prépa mentale. Moi, je vous donne des tips là comme ça, mais évidemment, il y a du travail de fond à faire. Mais je pense que déjà, prendre conscience de ça, savoir que ça peut changer, que le fait d'aborder sa barre différemment peut changer la performance qu'on va faire, ça vous amène un petit peu à vous poser plus de questions, à pouvoir tester aussi sur vos entraînements prochainement. Donc voilà, mon premier conseil, c'est on conscientise pas la charge, qu'on mette 50 kg, 100 kg sur le dos, on l'aborde de la même façon, avec autant de sérieux, juste on pousse plus fort. Ensuite, deuxième conseil, on va s'économiser intelligemment. Et là, il y a deux versants pour ça. Et ça, c'est des erreurs que je vois beaucoup en compétition et qui sont dommages parce qu'elles pénalisent les athlètes, même sans qu'ils puissent s'en rendre compte. C'est déjà sur la partie échauffement. L'échauffement, il est là pour faire le minimum pour vous échauffer. Le minimum pour être performant. On s'en fout de faire 50 montées de gamme. Là, on n'est pas là pour travailler le mouvement, on n'est pas là pour travailler le schéma moteur, pas là pour se renforcer. On est là pour juste préparer notre corps à ce qui va se passer sur le plateau. Donc, s'échauffer intelligemment en se préservant, c'est avoir le moins de barres de chauffe possible et surtout garder une certaine distance par rapport au plateau. Par exemple, moi j'en vois en zone de chauffe, ils font leur premier essai. Alors je comprends cette envie de se rassurer, de se dire « Attends, je le fais pour voir si vraiment je suis chaud, etc. » Mais c'est pas le moment de te rassurer. Le premier essai, on en reparlera après, tu l'as défini parce que tu savais que ça passait matin, midi, soir. Donc t'as pas besoin de le retester pour savoir. Et en faisant ça, tu te fatigues. Tu t'ajoutes déjà une charge nerveuse alors que t'es même pas rentré sur le plateau. Donc moi, ce que je conseille, c'est évidemment de s'échauffer le plus light possible, avec ce qui est quand même nécessaire. En fonction des profils, on sait qu'il y a des gens qui ont besoin d'un peu plus de barres de chauffe pour, par exemple, être mieux sur leur mouvement, d'autres très peu, et c'est pour ça qu'on adapte au cas par cas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on évite le surplus. Le minimum, ça veut dire que sur chacune de vos barres de chauffe, il faut être focus à 100% parce que vous n'en avez pas 50 000 derrière. Pareil, par rapport à votre premier essai, votre dernière barre de chauffe,
elle doit pas être si proche que ça du premier essai. En fait, si votre barre de chauffe, je sais pas, on va reprendre l'exemple de 100 kg au squat, comme ça, c'est assez simple à comprendre. Si votre premier essai, il est à 100 kg au squat, si vous me faites une barre à 95, bah c'est super proche de votre premier essai. Surtout si après vous avez mis, par exemple, essai 1 100 kg, essai 2 110 kg. Ça veut dire que vous avez un gap plus gros entre vos essais qu'entre votre dernière chauffe. C'est pas cohérent. Donc par rapport à ça, mais ça pareil, ça se travaille à l'entraînement. À l'entraînement, il faut tester aussi, de voir est-ce qu'on se sent mieux avec moins de chauffe, plus de chauffe. Mais il y a vraiment un gros travail d'économie là-dedans. Et si vous devez bien retenir une chose de cette partie-là, ne me faites pas vos openers sur la zone de chauffe. Sinon, c'est que l'opener, il est pas bon. Si vous n'avez pas suffisamment confiance en l'opener, c'est qu'il est pas bon. Ou vous n'avez pas assez d'expérience, j'ai envie de dire, dans la compétition, c'est possible aussi, mais dans ce cas-là, baissez votre opener. Vous avez 3 essais, en vrai. Le premier, on va y revenir, mais il doit vous mettre en confiance. Donc si déjà vous êtes stressé sur le premier, que vous avez envie de le tester, etc., c'est compliqué après pour la suite. Donc s'économiser intelligemment sur la partie échauffement, mais sur la partie essai en plateau. Pourquoi ? Parce que le plan idéal, alors évidemment, quand on joue une place, on réajuste, etc. Mais le plan idéal, c'est quoi ? C'est de valider ces 3 essais. Globalement, si vous faites un 12 sur 12 à votre compétition et que c'est bien géré, vous allez très bien vous en sortir d'un point de vue classement, vous allez très bien vous en sortir d'un point de vue total. Par rapport à ce que vous avez prévu, évidemment. Je vous dis pas que si vous me faites un 12 sur 12, vous allez forcément battre le champion du monde, c'est pas ça que je vous dis, mais c'est-à-dire que si vous faites un 12 sur 12, vous avez été capable d'aller chercher dans vos meilleures performances à chaque fois, parce que vos essais sont définis en fonction de ça. Donc on va dire que le goal un peu d'une compétition, c'est de se rapprocher de ce 12 sur 12. Parce que si on loupe un essai, on redescend à la charge d'avant. Donc ça nous fait perdre des kilos. Et pour pouvoir bien gérer et arriver le plus possible à une possibilité de 12 sur 12, il faut que les essais soient cohérents. Pour qu'ils soient cohérents, il faut que le premier essai, comme je vous le disais, ce soit une charge matin, midi, soir. Matin, midi, soir, malade, pas malade, en forme, pas en forme. Pourquoi ? Parce que si le jour J, vous êtes moins en forme, etc., il faut quand même être capable de la passer. On va pas risquer déjà de mettre une charge pour laquelle on n'est pas sûr sur le premier essai. Le premier essai, voilà, il faut faire attention aux ordres, il faut faire attention à plein de choses, surtout si votre première compétition, il y a des réflexes qu'on n'a pas forcément. Donc le premier essai, c'est juste une mise en confiance. C'est juste, j'arrive sur le plateau, je fais quelque chose que je sais faire, je me mets en confiance. Alors évidemment, vous ne mettez pas non plus des charges d'échauffement, hein, on s'entend, mais une charge que vous avez jamais ratée à l'entraînement, quoi. Enfin, en tout cas, pas récemment, pas dans votre prépa, une charge que vous maîtrisez. Deuxième essai, là, on va taper un peu plus haut. Là, le but du deuxième essai, c'est de se mettre en confiance pour le troisième. C'est-à-dire que deuxième essai, on va commencer à taper des charges, mais il faut qu'on le calcule aussi par rapport au troisième essai. En fait, si par exemple, votre objectif, c'est de squatter 130 kg, on va se dire ça, non, 120, on va se dire 120, ce sera peut-être plus simple. C'est de squatter 120 kg en troisième barre, ça c'est votre goal. En fait, il faut partir un peu dans ce sens-là. Mon goal, c'est 120 kg. Si j'ouvre à 110 kg ou 115 kg, ça veut dire que je suis déjà très très proche de mon max. Donc ça veut dire déjà, premier essai, je me tape une fatigue. Si je mets deuxième essai, je rajoute 2,5 ou 1,25, je me refatigue. Donc ça veut dire, limite, vous allez arriver sur le troisième essai, vous avez moins de chances de réussir vos 120 kg que si vous aviez fait, par exemple, 100, 110, 120. Et je sais que les gros jumps, ça fait peur, parce qu'on se dit, si on loupe, on repart en arrière, mais c'est aussi la façon de vous préserver le plus possible et d'avoir plus de chances de réussir cette charge qui peut vous faire peur, parce que vous vous êtes économisé. Donc encore une fois, définir les essais, ça dépend aussi de chaque athlète, hein. Il y en a qui gèrent très bien les gros jumps, il y en a qui, à l'inverse, potentialisent leur nerveux par une exposition assez forte, et il faut aussi penser que vous avez 4 mouvements. Et ça, j'en parle aussi par rapport au muscle-up. Muscle-up et traction, on a quand même des mécanismes communs sur la phase de tirage. Donc en fait, si vous vous explosez sur le muscle-up, ça va être plus dur de tirer en traction. Et pour ça, j'ai un exemple avec une de mes athlètes, Elias, si tu m'écoutes, petit coucou, qui pour cette compétition-là, n'avait jamais validé un MU clean à l'entraînement. Elle était déjà passée au-dessus, mais en chicken wing, je sais plus comment on dit, mais en tout cas en coude décalé. Donc on savait que c'était un petit peu le pari de cette compétition, et on s'était dit avant, écoute, tu fais un essai, 2 maximum, et si ça passe pas, on fait pas de troisième essai parce qu'on se préserve pour les tractions, on sait que les tractions, tu vas pouvoir faire quelque chose de sympa. Et c'est ce qui s'est passé le jour J. Première répétition, elle a réussi à monter, donc très fière d'elle par rapport à ça, mais voilà, un petit peu décalé, comme on s'y attendait. Vu qu'on n'était pas loin, on s'est dit, allez, on tente un deuxième essai, et deuxième essai, en fait, elle est restée coincée juste avant la transition, elle est restée 10 secondes
Quand je vous dis 10 secondes, c'est 10 vraies secondes, c'était extrêmement long. Et c'est même moi qui lui ai dit « Descends là, c'est pas possible de passer » parce qu'elle était en train de se tuer les coudes et que la suite allait être compliquée. Donc pareil, il y a une logique à respecter par rapport à ça. C'est des choses qu'il faut envisager et anticiper en amont. J'y reviendrai pareil dans un prochain conseil. Mais voilà, le but c'est de bien se connaître et du coup de s'économiser pour les lifts. Évidemment, sur place, s'il y a des matchs à jouer, on change un petit peu le plan de départ, mais l'idée c'est ça. N'essayez pas de commencer trop haut sur votre opener, mettez-vous en confiance et n'essayez pas d'être trop gourmand parce que vous allez plus perdre à perdre un essai que à être précautionneux et vous rapprocher de la charge maximale que vous vouliez pour le 3e essai. Pour le conseil suivant, on va parler d'énergie et de canaliser son énergie. Quand on arrive sur une compétition, c'est un peu l'aboutissement de beaucoup de travail, de des mois de travail, de beaucoup d'acharnement. On a aussi envie de concrétiser des choses qu'on a fait, on a des frustrations qui restent en soi, enfin il y a beaucoup d'émotions qui se mêlent à tout ça, et ce qui fait qu'avant le plateau, là, on a une boule d'énergie, on a une boule de stress là, voilà, le corps, il se passe des choses pour exprimer le stress, l'adrénaline, plein de choses, et ça c'est quelque chose qui va énormément vous servir pour pouvoir performer, parce qu'on sait que le corps humain a besoin de ça, hein. En fait, c'est l'instinct de survie, hein, c'est l'instinct primaire, c'est le système sympathique. C'est-à-dire que quand vous êtes en zone de danger, le corps, c'est là qu'il déploie le meilleur de votre corps pour pouvoir vous tirer d'affaire. Je dis pas que vous êtes en danger en compétition, c'est pas ça, mais c'est ce système-là qui s'active et qui va faire en sorte que vous puissiez performer. Cependant, attention. Attention, pourquoi ? Parce que des fois, cette énergie nous envahit tellement qu'on peut avoir un trop-plein. Et c'est là où souvent on fait des erreurs. Et c'est aussi pour ça que je vous dis que c'est bien de faire plusieurs compétitions pour pouvoir se tester et apprendre à gérer ça, parce que c'est pas évident au début, parce que si on n'y a pas été confronté, on sait pas comment canaliser cette énergie, et il faut arriver à trouver son juste milieu, je dis son parce que c'est très propre à chacun, entre j'utilise l'énergie que je sens monter en moi, mais elle me paralyse pas, elle me fait pas faire des erreurs. Et ça c'est pas évident, parce que souvent ce qui se passe sous le coup du stress, on se précipite. Très souvent, on se précipite, on est là, tac, en plus, on sait qu'on a 1 minute pour se préparer. Souvent, c'est un truc qui stresse énormément au début, alors qu'en fait, 1 minute, c'est ultra long. Mais du coup, on a tendance à se précipiter, et qui dit précipitation, dit, on oublie des petits détails techniques, on oublie des petits positionnements, des petits trucs qui nous font réussir nos performances. Donc ça, c'est vraiment le jeu de la compétition aussi, c'est de jongler entre, voilà, cette énergie, mais pas la laisser déborder. Et il y a des exemples qui sont assez parlants d'athlètes qu'on peut voir, par exemple, on a des athlètes qui vont crier avant leur lift. Alors il y en a pour qui ça va les desservir complètement parce que justement ils extériorisent une partie de cette énergie et ils l'ont plus après sur leur mouvement. Ça peut leur desservir aussi parce que justement ça reflète ce trop-plein et après on voit qu'ils sont précipités sur le mouvement. Et à l'inverse, il y a des athlètes à qui ça leur sert justement à pile équilibrer cette énergie à utiliser. Ils en vident un petit peu, ils gardent tout juste ce qui va, et ils arrivent à performer. Et ça, c'est propre à chacun. Je crois que j'en en ai déjà parlé dans un autre épisode, mais moi, j'avais un peu ce truc-là. Alors, je canalise, je pense, très bien, parce que j'arrive à être très concentrée, très focus quand je suis en compétition, mais je me disais, justement, peut-être qu'il me manque un peu de ce petit truc pour exploser plus. Parce que justement, je suis quelqu'un, quand vous me voyez en compétition, si vous m'avez déjà vu, ou à la télé, j'allais dire, en tout cas en live, voilà, je suis dans ma bulle, t'as l'impression que c'est vide, enfin pas c'est vide, mais voilà, je suis calme, on va dire, visuellement. Et je me disais, putain, j'ai l'impression qu'il me manque un petit peu peut-être de rage, là, j'ai l'impression que j'arrive pas à la déployer. Et je sais que j'avais essayé à l'entraînement justement de mettre un peu plus de rage, de crier, de faire des gestes, voilà, qui allaient me dynamiser. Et en fait, ça me perdait complètement. Ça me perdait complètement parce que ça me convient pas. Donc, il faut vraiment le tester pour le voir. Et une fois que vous savez ce qui marche pour vous, vous pouvez l'appliquer. Et par rapport à ça, c'est ça que je voulais dire, prendre le temps. C'est-à-dire, ça, c'est un truc que je criais beaucoup à mes athlètes, c'est prends le temps. Prends le temps de te placer parce que, justement, si cette boule, elle est là comme ça, t'as envie de te dépêcher parce que... t'as envie de te dépêcher de le faire parce que le stress, là, il t'envahit. Non, prends le temps. Prends le temps, prends tes repères comme d'habitude à l'entraînement. Tes mains, tac, tu mesures, tu te positionnes, tu braces. Prends ton temps et c'est là où tu auras plus de chances de pouvoir appliquer comme à l'entraînement et de pouvoir performer. Donc prendre le temps, ça c'est vraiment quelque chose que je recommande le plus possible et que j'ai beaucoup dit justement à mes athlètes, notamment sur le squat où des fois, squat et dips, on a tendance à descendre très vite parce qu'on oublie de contrôler, etc. On se dit, allez, il faut que je me dépêche, alors que c'est en contrôlant
un petit peu plus la descente, qu'on arrivera à renvoyer de façon plus précise et du coup plus facilement. Donc pour cette partie, ce qu'il faut retenir, c'est ok, je prends mon énergie, je l'utilise, je la sens monter en moi, mais je la garde là pour l'utiliser et je prends mon temps sur ce que j'ai à faire pour pas me laisser paralyser par le stress et ce qui se passe autour. Et d'ailleurs, ça aussi, ça se travaille en prépa mentale, et je me rends compte qu'un petit peu tous les points que je vous évoque ici peuvent se travailler en préparation mentale totalement. Alors, le conseil suivant que je voulais vous donner, c'est se mettre dans sa bulle. Ça va, en fait, ça rejoint ce qu'on a vu jusqu'à présent, ce fait de se concentrer sur soi-même et de pas se laisser parasiter par l'extérieur. Quand vous vous concentrez sur vous-même, ça veut dire que vous êtes focus sur ce que vous avez à faire et vous vous occupez pas de ce qui se passe autour. Si vous vous occupez de ce qui se passe autour, ça veut dire que vous laissez la possibilité à l'extérieur de rentrer dans votre crâne, de rentrer dans votre tête. Vous laissez la possibilité au doute, de rentrer dans votre bulle. En fait, il faut vraiment voir ce moment-là comme si vous avez une bulle autour de vous. Dans cette bulle, il y a tous les entraînements que vous avez faits, toute la préparation mentale, toute l'énergie que vous avez mis, toute l'envie. Vous avez vraiment votre bulle. Et en fait, si vous, regardez le voisin, vous lui laissez la possibilité de vous planter des graines qui peuvent déstabiliser cet équilibre. Donc moi, ce que je conseille, le plus possible, c'est d'être dans sa bulle, c'est-à-dire pendant que vous êtes à l'échauffement, pendant que vous attendez vos passages, votre musique comme à l'entraînement, et juste concentré sur vous-même. Vous vous refaites de la visualisation, vous vous dites des messages positifs, vous vous encouragez, vous faites ce que vous voulez, vous écoutez votre musique, vous vous laissez galvaniser par la musique, mais on essaie de pas regarder ce qui se passe. Et c'est pour ça que je recommande aussi pas forcément de regarder les autres. Ce que je disais à mes athlètes, c'est si vous voulez regarder un petit peu la compétition, regardez les autres catégories. Regardez pas les filles qui passent, parce que même si là, sur cette compétition, c'était un combat d'eux à eux-mêmes, le fait de regarder le voisin, etc., ça peut paralyser, ou on peut se dire ah putain, ouais, c'est vrai, son mouvement, c'est mieux comme ça, c'est plus facile, vas-y, je vais essayer, alors que c'est pas le moment de tester des trucs. Là, tu fais ce que tu sais faire, tu ne testes pas des trucs. Donc, vous voyez, il y a tout ce petit truc qui peut rentrer là, ou voilà, ce stress de dire putain, lui c'est facile, moi je vais galérer sur ça. Enfin, voilà, des petits doutes, vos petites fragilités qui peuvent ressortir à ce moment-là. Donc, vaut mieux s'affranchir de ça, on se met dans sa bulle, sa musique, et tout ça, on l'analysera après coup. Là, on est là pour faire ce qu'on a appris, ce qu'on a à faire, et pas se laisser sortir de ça. Ensuite, un des conseils, je dirais, les plus importants, c'est d'avoir anticipé. C'est ce que je vous disais. En fait, la compétition, il y a tellement... Alors, encore plus, j'ai envie de vous dire, quand c'est une première expérience, hein, mais je veux dire, à chaque nouvelle compétition, il y a des nouvelles choses. Je veux dire, c'est jamais le même cadre, exactement, les mêmes personnes, la même organisation, il y a toujours des petits changements. Et plus vous allez préparer tout ce qui est dans votre possible d'être préparé, plus du coup, vous serez dispo pour, devoir réajuster s'il y a des changements sur place, si on doit bouger quelque chose, s'il y a des imprévus. Alors que si vous devez déjà tout préparer, plus gérer les imprévus, la charge mentale, elle est énorme et ça laisse moins de place, du coup, à toute cette notion de concentration. Et ça aussi, c'est un point que je voulais aborder, c'est que si vous n'arrivez pas à vous mettre dans votre bulle, à vous concentrer, je sais que j'ai déjà entendu des athlètes dire ça en mode j'ai pas kiffé ma compétition, j'ai pas réussi à me mettre dedans, etc. Si t'as pas réussi à te mettre dedans, alors il y a plein de raisons possibles, mais ça peut expliquer une partie, c'est que si t'arrives pas à te mettre dedans, c'est peut-être que t'as pas l'énergie et la charge mentale disponible pour le faire, parce qu'elle est parasitée par autre chose. Alors ça peut être par plein de choses, hein, si t'as des problèmes dans ton quotidien, si voilà la prépa a pas pu se passer correctement, si... Enfin voilà, il y a plein de choses, mais ça peut aussi être parce que t'as pas assez anticipé de choses en amont que t'aurais pu faire, pour avoir plus d'énergie disponible pour te mettre dans ta bulle. Donc ça, c'est vraiment un conseil hyper important. C'est avant d'aller à votre compétition, je veux que vous ayez votre plan de chauffe, c'est-à-dire quelle barre je fais, à peu près à combien de temps, etc. Votre plan d'entraînement. Moi, pour chacun des athlètes, on a EC1, EC2, EC3, et on a des fourchettes de charge. Alors, en général, l'opener, il bouge pas. C'est vraiment sur deuxième et troisième barre, on a une fourchette qu'on adapte en fonction de l'opener, de la forme du jour, etc. Comme ça, tu prends ton plan, tac, essai 1, tu fais. Tu vois, si tu te sens en forme, tu sais que tu prends le plus haut de l'essai 2, le plus haut de l'essai 3. Si, je sais pas, tu loupes ton essai 2, bah hop, tu remets l'essai 2. Enfin, je veux dire, c'est simple. C'est-à-dire que c'est pas en mode, tac, je sais déjà pas ce que je vais mettre, bon vas-y, on tente ça, purée, je le loupe, qu'est-ce que je fais, mince, j'ai 1 minute là pour aller annoncer. Enfin, là, c'est la pagaille complète et c'est super dur de performer dans ces conditions. Donc, on prépare tout en amont, voilà, plan de chauffe au minimum, plan d'entraînement au minimum, et j'ai envie de vous dire, même, vous pouvez aller plus loin que ça, hein.
Pareil, ça, je sais qu'en prépa mentale, ils le font aussi beaucoup. Mais vous pouvez vous préparer sur quel matériel je sors à quel moment, qu'est-ce que je mange à quel moment, quelle musique j'écoute à quel moment, si ça peut vous aider. Enfin, vous pouvez aller vraiment très loin dans le détail. Et au final, je sais que pour beaucoup de gens, c'est aussi ce qui va permettre d'être le plus focus et d'arriver plus rassuré possible. Vous avez maîtrisé un maximum des éléments, donc s'il y a un truc qui ressort, c'est pas grave, parce qu'en fait, vous avez l'énergie pour pouvoir le gérer, vu que le reste déroule. Donc préparez le plus possible votre compétition en amont, ça vous assurera une tranquillité d'esprit le jour J. Et d'ailleurs, par rapport à ça, je vous conseille d'être accompagné le jour J. Alors si vous pouvez avoir votre coach, c'est mieux. J'ai envie de te dire, c'est vraiment le goal, parce que c'est la personne qui vous connaît le mieux d'un point de vue entraînement, d'un point de vue capacité, d'un point de vue mouvement, etc. Donc si vous avez votre coach, vous êtes entre de bonnes mains, là c'est le mieux. Mais s'il n'y a pas la possibilité d'avoir un coach, emmenez quelqu'un. Prenez quelqu'un avec vous. J'ai envie de vous dire, même quelqu'un qui n'est pas du sport, forcément, mais qui juste est impliqué par rapport à votre façon de faire, par rapport à votre sport, et qui va pouvoir vous aider. Pourquoi ? Parce que ça rejoint un peu le point précédent, mais il y a beaucoup de choses à gérer. Il faut annoncer les barres, à l'échauffement, il faut voir où on peut s'entraîner, il faut voir à quelle heure on passe parce que tac, il y a un petit peu de retard, il faut voir l'ordre de passage, etc. Et si vous devez gérer tout ça, en plus de vous préparer, de faire vos performances, c'est super dur. C'est super dur. Alors que juste avoir quelqu'un qui, hop, va annoncer vos barres, vous passez sur votre liste, même s'il y connaît rien, hein, vous lui dites, tiens, va annoncer ça, toi, tac, tu remets ton casque, tu te mets dans ta bulle, l'autre, il est parti annoncer. Ensuite, qui gère les passages, qui gère, je sais pas, vous avez oublié votre bouteille d'eau dans la zone de chauffe et vous en avez besoin là de boire un coup, vous avez les lèvres sèches. Tac, il va chercher. Enfin, je veux dire, ça vous déleste tellement de charge mentale que c'est ce que je vous conseille le plus. Donc encore une fois, si vous avez votre coach, c'est la meilleure solution. Quelqu'un qui connaît le sport, c'est bien aussi. Mais juste même quelqu'un, un ami qui veut juste vous aider, ce sera très bien et je vous conseille parce que vraiment, arriver seul, en plus sur une première compétition, devoir gérer toute la nouveauté, tout l'environnement, on sait pas forcément comment ça fonctionne exactement, et en plus, les performances, c'est super dur, hein, c'est super dur. Alors que là, au moins, vous pouvez délester. Au plus vous délestez de choses, c'est un peu le même principe, en fait, avec le plan d'entraînement. C'est, on déleste cette partie-là, comme ça, je déleste juste le maximum de choses possibles pour que moi, mon seul focus en tant qu'athlète, ce soit me concentrer sur mes perfs. Je fais juste mon fil de points techniques, de charges à faire, de ce que j'ai à faire sur le plateau, et c'est tout, quoi. Tout le reste, s'il est géré, franchement, c'est magnifique. C'est magnifique une gestion comme ça, et ça vous enlève bien des problématiques. Un autre point sur lequel j'insistais pas mal avec mes athlètes, alors je sais qu'ils l'ont beaucoup travaillé à l'entraînement, on y travaille aussi ensemble, c'est le fait de rebondir après un échec ou en tout cas une répétition qui s'est pas passée comme prévu. Parce que en compétition, on peut pas se permettre de laisser aller ses émotions si on a encore 1 ou 2 essais derrière. Et ça, je vous le dis, en tant que personne en plus très sensible et parfois pas toujours maîtresse de ses émotions à l'entraînement, bon, j'y travaille de mieux en mieux, mais quand je suis très fatiguée, que je suis frustrée et que j'ai l'impression d'avoir dead ça sur les MU depuis des semaines et qu'il passe plus, c'est dur, c'est très dur, mais voilà, je vous conseille quand même ça, c'est qu'il faut arriver à gérer ses émotions. Et je trouve que, normalement, en compétition, vous allez arriver frais, déjà. Vous allez arriver frais parce que vous aurez eu un deload, parce que, normalement, vous aurez mis, le maximum de choses en place pour pouvoir avoir l'esprit libre et la charge mentale au taquet, on va dire, le jour J. Donc, normalement, vous avez aussi plus la capacité de rebondir. Et de toute façon, il faut le faire. Il faut pas se laisser aller. En fait, vous avez le droit de pleurer, ça c'est pas le souci. Mais pleurez après vos 3 essais. Après vos 3 essais, vous avez le droit de pleurer un bon coup. Ça fait même des fois du bien et ça aide à re-rentrer dans son match pour la fois d'après. Mais on ne lâche pas tant qu'on n'a pas fait ces 3 essais. Parce que tout peut se passer. Tout peut se passer. Et ça, je l'ai pas mal expérimenté avec mes athlètes aussi. Et ça, c'est quelque chose que j'ai dû gérer aussi auprès de mes athlètes et qui, comme je vous le disais, elle avait travaillé aussi un petit peu en amont. C'est ce truc de, allez, on les remet dedans. Parce que je sais à quel point c'est dur, surtout quand on loupe un 2e essai, c'est très difficile parce qu'on se dit, je l'ai pas passé. Je l'ai pas passé. Là, je vais refaire un essai en soi, sur le papier. Si je l'ai loupé, je devrais le louper.
Mais ça montre aussi à quel point le cerveau a un rôle à jouer là-dedans. Et là, je pense à mon athlète Julie. Pareil, si tu m'écoutes, petit coucou. Je parle beaucoup de vous dans cet épisode, mais vous êtes mes sources d'inspiration, écoutez, pour cet épisode. Mais Julie qui, par exemple, sur son deuxième dips, loupe son dips. En plus, elle le loupe pas totalement dans le sens où, en fait, elle grind, elle redescend, elle grind. Donc, elle est considérée comme no rep. Et je pense que ça lui a fait un petit peu peur, parce qu'elle était déjà pas passée ultra facilement, même si, en vrai, visuellement, vous le verrez quand elle mettra, je pense, son récap, ça allait. Je pense que ça lui a mis un petit coup de stress. Et là, tout de suite, il faut, j'allais dire, rentrer dans son cerveau, mais c'est pour ton bien, c'est pour son bien, de se dire, ça, on oublie. Hop, il s'est rien passé, tu te remets dedans et tu vas me le soulever. Surtout que là, elle l'avait monté la charge, donc en soi, elle était capable de le faire d'un point de vue fort. Fallait juste qu'elle prenne confiance en elle. Et on sait que sur ce mouvement-là, c'est encore, voilà, on a encore du travail à faire par rapport à ça, et c'est ok. Mais c'est ce truc de se remettre dedans et de pas se laisser bouffer par ses émotions de purée, le dips, j'avais déjà peur, et voilà, il arrive ce que j'avais peur, je suis nulle en dips, etc. Non, c'est pas ça. C'est là, on oublie et on se remet dans un mindset de je suis une putain de championne et les dips, je les graille. Et au final, elle me va sur son troisième essai et elle me la graille, son dips, vous voyez. Mais c'est arriver à refaire ce travail-là. Donc, en tant que coach, si vous m'écoutez, que vous êtes aussi coach, c'est notre rôle de surtout ne jamais inquiéter l'athlète. C'est-à-dire que même si vous dites c'était chaud la rep là, jamais elle va la repasser, l'athlète ne doit jamais sentir ça. Vous le conditionnez de façon à ce que c'est le meilleur du monde sur ce mouvement et qu'il va grailler la barre. Que vous y croyez ou non, c'est pas le dos, c'est pas votre problème. Mais je veux dire, à ce moment-là, votre athlète, il a besoin de soutien. Il est déjà dans une position qui est pas facile, donc il faut arriver à le remettre dedans. Et vous, en tant qu'athlète, c'est ce même travail. C'est là, oh, vous avez loupé, ça vous met un coup. Il y a un peu toutes vos insécurités qui peuvent ressurgir à ce moment-là. C'est ce que je vous disais avec votre bulle. L'extérieur qui rentre, tac, les insécurités, les doutes, comme moi par exemple au MU, purée, le MU, j'y arrive pas, etc. Tout ça qui commence à rentrer, oh, on pousse tout ça et on reprend cette confiance de ok, je suis une bête de meuf, cette année je vais MU 20 kilos et on se remet dans cette énergie-là et c'est cette énergie-là qui vous fera potentiellement réussir l'essai suivant. Donc très important d'arriver à faire ce travail-là et comme je vous le disais, c'est comme en fait la gestion de la charge où je vous disais, on fonctionne comme un putain de robot. C'est-à-dire, ok, il y a des émotions qui arrivent, on ne les accepte pas, on les acceptera plus tard, et il faudra d'ailleurs, parce que c'est aussi ça qui permet, je vous dis, de passer à la suite, mais là, c'est pas le moment, là, on les accepte pas, là, on accepte juste le fait qu'on soit un putain de guerrier, une putain de guerrière, et que la barre, on va la graille, ok? Il y a que ça qui doit avoir dans votre tête à ce moment-là, pour pouvoir rebondir, et très souvent, ça peut marcher pour la suite. Et là, je vous parlais, du coup, au sein d'un même mouvement, mais comme je vous le disais, une fois que vous avez passé vos 3 mouvements, encore plus si vous avez une pause avant le prochain, on a le droit de vider, hein. On a le droit d'extérioriser, il y a de la frustration qui est là, etc. Et si vous avez besoin de ça pour passer à la suite, on extériorise. Moi, ça m'est déjà arrivé de lâcher, de pleurer un bon coup, et après, hop, comme ça j'oublie. C'est-à-dire que ce qui s'est passé avant, ça doit pas vous influer sur la suite. Ça aussi, très important, c'est que quand vous êtes sur les muscle-up, vous devez penser qu'aux muscle-up. Quand vous êtes sur les tractions, on pense qu'aux tractions. Sur les dips, que les dips. Sur les squats, que les squats. Si ça commence à vous parasiter avec ce que vous avez fait avant, ce que vous devez faire après, oh, là, on repousse, pareil, encore une fois, tous ces pensées parasites un petit peu, et on se refocus sur ce qu'on a à faire. Vous devez être 100% dans le moment présent. Et si vous avez besoin, du coup, à la fin, par exemple, des MU, de chialer, d'évacuer avant de passer aux tractions, faites, et il n'y a aucune honte à ça. Ce qu'il faut, c'est juste trouver une manière de, hop, les MU c'est fini, tac, on a fait ou pas ce qu'on voulait, on chiale un bon con, on repasse à la suite. Et moi, pour la petite anecdote, moi je suis une grosse chialeuse, hein, franchement, faut le dire. Mais j'ai pas honte de ça, c'est de la manière dont je vis mes émotions, mais que ce soit positive ou négative d'ailleurs. Il y a plein de fois, je repense à la Belgique, parce que vraiment cette compétition, si les Belges vous m'écoutez, chaque fois que j'en parle, je vous jure, ça a été ma meilleure compétition à la Belgique, où j'avais monté mon MU à 10 kilos. Bon, ils me l'ont en rep pour un souci de respiration, bon, un truc un peu de con. Mais j'accepte. En tout cas, il était monté alors que j'avais eu une prépa extrêmement difficile sur ce mouvement. À la fin, j'ai chialé, mais j'ai même pas chialé de tristesse qui me l'ait pas validé. J'ai chialé de joie d'avoir monté ce putain de MU 10 kilos, vous voyez. Et du coup, que ce soit positif ou négatif, moi je chiale, mais c'est ma manière d'extérioriser.
j'ai chialé, j'étais contente de mon ému, hop, bonne chialade, et après on repart s'échauffer sur les tractions. Et c'est comme ça. Et il y en a qui ont besoin de ça, il y en a qui ont besoin d'autres choses, qui ont besoin, je sais qu'il y en a certains, alors moi c'est pas du tout mon cas, mais je sais qu'il y en a certains, c'est ça, ils ont besoin de se retrouver avec tout le monde, de rigoler, etc. C'est leur manière de souffler, tempérer. Il y en a qui ont besoin de s'isoler tout seul, c'est ok. Enfin, chacun mène son truc comme il veut, mais voilà, il faut un petit sas de décompression avant de passer à la suite pour pouvoir, encore une fois, se remettre dans son moment présent. Un autre point que je voulais aborder, c'est les ordres en compétition. Pour ceux qui ne le savent pas, quand vous êtes sur une compétition de streetlifting, vous avez un ordre de début et de fin de mouvement qui intervient de façon différente en fonction des mouvements. Donc par exemple, sur le muscle-up, je prends les anneaux pour les femmes, on se suspend à la barre, on donne le start, tac tac, on monte, on attend en haut, on nous dit de redescendre, et là on peut redescendre. Ou par exemple sur le squat, on déraque la barre, on recule, on attend avant de faire le squat, on a un ordre, on squatte, on remonte, on a un ordre, on range la barre. Voilà, il y a ça pour chaque mouvement. Et ça, c'est des choses, quand on n'a pas l'habitude, qui peuvent un petit peu nous perturber, parce que à l'entraînement, on n'a pas forcément ces contraintes-là. Donc déjà, moi, je vous recommande dans un premier temps de vous entraîner comme ça. Alors surtout, si vous préparez une compétition, de juste prendre l'habitude, soit si vous avez quelqu'un qui vous donne les ordres, ou soit de le faire dans votre tête. C'est-à-dire, vous positionnez, vous imaginez un start imaginaire, tac, tac, vous faites, vous attendez, vous imaginez un re-rack imaginaire, et vous arrêtez votre mouvement. Moi, je sais que pour pallier à ce truc-là, tout le temps, je prends l'habitude d'attendre avant-après. Que ce soit sur toutes mes séries, en général, vous pouvez le voir sur mes stories, vous ferez attention si vous n'avez pas remarqué. Mais tout le temps, j'attends avant et après, et c'est devenu automatique, ce qui fait qu'en fait, en compétition, j'ai même plus besoin d'y penser, parce que c'est naturel pour moi d'attendre et avant et après. Donc en soi, j'ai même pas forcément à me concentrer sur les ordres. Donc ça, je vous recommande de le faire à l'entraînement. Et le jour J, ça c'est un truc... J'ai crié ça à chaque fois, pour chaque lift de mes athlètes. Attends l'ordre, avant, après. La seule fois où je l'ai pas crié, il m'a oublié l'ordre. Voilà. Donc comme quoi ça sert. Mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, dans la précipitation, le stress, comme je vous disais, ce trop plein d'énergie, ça peut nous faire un petit peu perdre ces trucs-là, d'attendre l'ordre au départ, mais surtout à la fin. Parce que quand on arrive déjà sur une rep, qu'on appréhende un peu, etc., quand on la passe, on est en mode ouais, je l'ai passé. Et il y a un peu toute cette euphorie qui arrive et tout. Et là, c'est super dur à ce moment-là de se dire ok, j'attends avant de célébrer et ensuite je peux y aller. Donc c'est bien de prendre l'habitude et c'est bien, voilà, si vous êtes accompagnateur ou si vous avez quelqu'un avec vous qui vous le rappelle à chaque fois, même si vous avez l'impression qu'il saoule avec ses rappels, je vous jure que louper un essai parce qu'on n'a pas attendu, c'est relou. C'est relou, vous êtes en train de taper votre PR juste parce que vous n'avez pas entendu... l'ordre où vous n'avez pas attendu une seconde, on vous met nos reps, chiant. Donc entraînez-vous vraiment à ça et soyez focus là-dessus le jour J parce que c'est vraiment des kilos bêtement de perdu, quoi. C'est dommage. Donc pour conclure un petit peu cet épisode, vous l'avez compris, la compétition, en fait, pour réussir votre compétition, c'est un travail en amont. C'est un travail en amont, que ce soit sur la prépa, que ce soit sur l'organisation de la compétition, sur le travail mental. Il y a vraiment un gros travail à faire en amont et c'est pas hop, j'arrive un peu les mains dans les poches. C'est que si vous voulez vraiment être performant le jour J, préparez votre compétition. Avec tous les conseils que je vous ai donnés, vous avez quand même beaucoup de quoi faire. J'avais fait un épisode aussi, ça doit être un de mes tout premiers épisodes, que vous pouvez trouver sur Spotify, parce qu'à l'époque, je ne les filmais pas, donc vous ne l'aurez pas sur YouTube, mais sur comment bien préparer sa première compétition. Et j'avais fait tout un listing, etc., de choses à préparer, de pas oublier, etc. Donc si vous avez bientôt votre première compétition, je vous invite à écouter cet épisode, que vous trouverez du coup sur Spotify, sur le podcast Force Intérieure, pour pouvoir vous y préparer parce que j'avais donné vraiment beaucoup de tips importants. Et cet épisode, n'hésitez pas à l'enregistrer et à le réécouter quand vous en aurez besoin aussi, quand vous allez arriver sur une compétition, vous le réécoutez. Ça va vous remettre un petit peu des petits points que des fois on peut oublier en tête. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, à le partager en story pour que d'autres tombent dessus. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye!